Iska est un épéiste simple d'esprit mais puissant, à qui l'on a ordonné d'éliminer la princesse du royaume ennemi. Cependant, lorsqu'il découvre qu'elle est une beauté fatale, il en tombe éperdument amoureux et trahit son pays pour la conquérir. Mais avant tout cela, dans un monde où existe le pouvoir astral, une force rare et dangereuse que seules quelques sorcières et mages peuvent manier, ce pouvoir, au lieu d'être célébré, finit par terrifier l'humanité, et le monde se retrouve alors divisé en deux nations. L'un est l'Empire, qui interdit complètement le pouvoir astral et traite ses utilisateurs comme des armes de destruction massive ambulantes. L'autre est la souveraineté de Nebulis, un endroit où les personnes dotées de capacités astrales peuvent vivre librement en tant que citoyens. Cette différence de croyance se transforme en une guerre de 100 ans, mais il y a en fait quelques-uns qui veulent la paix, comme un certain Iska. Un an avant les événements actuels, il s'introduit dans une prison et libère une jeune sorcière. Elle le reconnaît comme un saint disciple, l'un des plus puissants guerriers de l'Empire, et ne peut pas comprendre pourquoi un tel homme l'aiderait. Mais Iska lui donne simplement de l'argent et lui dit de s'échapper. Bien sûr, cet acte noble envoie Iska directement en prison. L'Empire lui retire son titre, l'enferme et l'oublie complètement. Mais la guerre devenant de plus en plus grave et ridicule chaque jour, le Sénat impérial décide de le faire sortir de sa cellule. Il lui offre une dernière chance de se racheter, non par pitié, mais parce qu'ils veulent qu'il élimine une personne qu'ils considèrent comme une menace de premier ordre. Cette cible est la sorcière de la calamité de glace, une utilisatrice astrale de sang pur, ridiculement puissante, de la souveraineté. C'est une descendante de la grande sorcière de Nebulis, et c'est en gros le boss final. Le Sénat accepte de donner à Iska tout ce dont il a besoin et il demande immédiatement son ancienne équipe. Il les rencontre plus tard à un endroit précis et le groupe inclut un type d'un sérieux mortel nommé Jean, l'espiègle néné, et le capitaine Miss Miss, leur chef, qui a plus de plans que de cervelle. Peu après, alors que le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt, leur camion est pris en embuscade par des forces astrales. Cela choque le capitaine Miss Miss car ils sont toujours en territoire impérial, mais Iska sait que quelque chose de puissant a déjà percé. Alors, sans le moindre avertissement, une puissante déflagration de feu les prend pour cible, mais Iska la transperce avec une facilité déconcertante, comme s'il s'agissait d'un simple exercice d'échauffement, stupéfiant complètement les mages ennemis. Plusieurs d'entre eux surgissent, et Jean comprend qu'ils sont des mages du vent, qui sont en fait des individus étranges et furtifs, cachés sous terre. Il demande plutôt à Néné du renfort, et elle lance de puissants missiles depuis la camionnette. Pendant le chaos, Iska fait preuve d'une grande agilité et technique pour abattre mage après mage. Mais alors, de nulle part, une mage de terre nommée Rin apparaît et invoque un golem. Elle est stupéfaite que ses forces aient été vaincues si rapidement par ces minables pitoyables. Elle ordonne à son golem d'attaquer, mais Iska lui tranche le bras avec des involtures comme s'il taillait une haie. Il dit alors aux autres d'aider le front pendant qu'il s'occupe du reste ici. Après cela, la bataille commence, et Rin utilise ses capacités astrales pour tirer sur Iska, mais il les bloque avec confiance comme si de rien n'était. Cela la fait se demander s'il est l'un des disciples saints, mais Iska ne dit pas un mot et continue de se battre. Il veut plutôt savoir où se trouve la sorcière de la calamité glaciale, afin de l'achever une bonne fois pour toutes. Alors que la bataille s'intensifie, Iska commence à malmener Rin et la fait tomber de son golem. Elle essaie de sortir un couteau et de le poignarder, mais il la plaque au sol et la tient sous la menace de sa lame, comme s'il se battait contre un enfant en bas âge. En ce moment intense, la température chute et le champ de bataille gèle instantanément. La sorcière de la calamité de glace apparaît enfin, se présentant à travers un blizzard d'envergure. Elle s'appelle Alice Lisée, mais la plupart l'appellent juste Alice. Sa coéquipière, Rin, l'avertit qu'Iska est un adversaire de taille et que ses épées peuvent couper les pouvoirs astraux, mais elle ne s'en soucie pas. Alice érige immédiatement d'énormes murs de glace, mais Iska les traverse comme s'il était dans un parc aquatique. Elle passe alors au plan B et fait pleuvoir sur lui une pluie d'épées de glace venues d'en haut. Le mouvement prend Iska au dépourvu, et certaines épées le blessent même. Mais il avance en utilisant toute la force de ses deux lames astrales jumelles. Alors qu'il s'approche d'elle, elle forme un bouclier de glace et bloque son attaque, insistant que la résistance est inutile. Mais Iska continue d'avancer, déterminée à l'arrêter. Surprise par sa persistance, Alice baisse sa garde, lui permettant de passer derrière elle. Elle essaie de le piéger avec des lianes de glace, mais il les tranche et lui dit que c'est elle qui devrait se retirer. Alice refuse, déclarant qu'elle ne se rendra pas tant que l'Empire ne sera pas tombé et que le monde ne sera pas uni. Mais avant qu'elle ne puisse frapper à nouveau, elle glisse sur sa propre glace et Iska la rattrape instinctivement. Leurs regards se croisent et pendant une seconde gênante, ils sont finalement tirés de leur torpeur quand les coéquipiers d'Iska l'appellent, le cherchant. Alice monte donc sur son oiseau géant et se retire, avertissant qu'elle l'éliminera la prochaine fois. Le lendemain, Alice se surprend à penser à Iska bien plus qu'elle ne le voudrait. Espérant se changer les idées de cette étrange rencontre, elle se rend à l'opéra et assiste à une pièce tragique. La représentation la touche profondément et à la fin, elle pleure tellement que son mouchoir est trempé. Un homme assis derrière elle lui tend discrètement le sien et elle l'accepte, mais lorsque les lumières s'allument, elle se rend compte que cet homme n'est autre qu'Iska. La veille, le capitaine Miss Miss, préoccupé, rend visite à Iska car il s'est montré très silencieux et distant. Il révèle qu'il ne peut s'empêcher de penser à la bataille avec Alice. Et en entendant cela, Miss Miss décide de l'emmener dans sa chambre. Dès qu'Iska entre, il aperçoit immédiatement des sous-vêtements qui sont en train de sécher dans le coin. Elle change de sujet et lui suggère d'assister à un opéra pour se vider la tête. Elle pense que cela pourrait améliorer son humeur et lui tend un billet. Le lendemain, Miss Miss le conduit personnellement au lieu, mais un Iska fatigué s'endort et fait un rêve où son maître apparaît. Le type lui tend nonchalamment les lames astrales et lui rappelle qu'elles sont le dernier espoir de l'humanité pour mettre fin à la guerre. Plus tard à l'opéra, Iska tend son mouchoir à la jeune fille qui pleure devant lui, qui s'avère être Alice. La femme enragée pense qu'Iska l'a traqué et se prépare à l'attaquer, mais Rin intervient et lui rappelle qu'ils sont dans une zone neutre
où les combats sont strictement interdits. Il est révélé que c'est également le seul endroit où les citoyens des deux royaumes peuvent vivre librement sans aucun problème. Après être sortis de l'opéra, Rin et Alice décident de déjeuner et finissent par choisir un restaurant italien. Mais le serveur leur dit que c'est entièrement réservé. Ils devront donc partager une table avec un parfait inconnu. Cette personne chanceuse ne tarde pas à arriver et il s'avère que ce n'est nul autre qu'Iska en personne. Alice est furieuse et pense certainement qu'ils sont traqués, mais Iska précise qu'il avait effectué cette réservation la veille. Sans autre option et refusant de paraître intimidée, Alice accepte à contre-cœur de partager la table. Alors qu'ils parcourent le menu, Iska et Alice finissent par commander exactement le même plat par pure coïncidence. Pendant qu'il mange, Alice lui demande s'il aime les pâtes et l'enthousiasme d'Iska pour la sauce crémeuse le rend assez évident. Alice commence à percevoir un côté plus humain chez lui et il glisse doucement vers une conversation plus décontractée. Rin cependant n'est pas du tout satisfaite de l'ambiance qui se développe et rappelle à Alice de se concentrer sur son repas comme une vraie noble. Cette nuit-là, Rin dit à Alice de ne rien mentionner à propos d'Iska à qui que ce soit, car il est pratiquement un ennemi. Elle lui dit aussi de jeter le mouchoir d'Iska qu'elle tient toujours. Pendant ce temps, Iska fait un autre rêve où il voyage dans un train qui est soudainement attaqué par d'horribles monstres. Il se jette dans la bataille et parvient à en vaincre quelques-uns, mais il est vite submergé. C'est alors qu'Alice apparaît soudainement et utilise ses pouvoirs astro pour geler les monstres. Iska la regarde simplement sous le choc et la seconde d'après, il se réveille dans la vraie vie. Le lendemain, Iska et son équipe sont en plein entraînement quand une femme nommée Richia apparaît et les informe qu'elle dirigera leur prochaine mission. Elle se tourne vers Iska, elle sait qu'il a des problèmes de sommeil, alors elle lui donne un billet en trop pour une exposition d'art, comme si c'était le remède à l'insomnie. Pendant ce temps, Alice rencontre sa mère, la reine, qui est très curieuse de sa récente bataille avec Iska. Elle explique qu'il était peut-être un disciple saint des individus considérés comme les combattants les plus puissants et les plus élites de tout l'Empire impérial. La reine révèle ensuite qu'il y a de cela 100 ans, leur fondateur a affronté des milliers de soldats impériaux pour protéger le royaume de la souveraineté. Elle est toujours en vie et en profonde hibernation, mais son sceau s'affaiblit. La reine soupçonne que la bataille d'Alice contre Iska pourrait avoir déclenché cela. Puisqu'il y a encore des secrets autour des pouvoirs de la fondatrice, elle compte contacter l'institution astrale pour une enquête et avertit Alice de ne plus combattre Iska tant qu'ils n'en sauront pas plus sur lui. Dehors, Rin remarque qu'Alice est d'humeur tendue et lui demande si elle va bien. Alice avoue qu'elle a eu du mal à trouver le sommeil et décide d'aller faire une promenade, mais Rin devine immédiatement qu'elle souhaite retourner dans la cité neutre et la met en garde en lui rappelant sa dernière confrontation avec Iska. Alice insiste que cela ne se reproduira plus, surtout qu'elle n'a aucune intention d'assister à l'opéra. Cependant, dès qu'Alice pénètre dans la ville, elle tombe à nouveau sur ce sinistre Iska. Elle lui demande furieusement pourquoi un soldat impérial continue d'apparaître en territoire neutre. Mais il explique qu'il est là pour visiter une exposition d'art d'un artiste de l'Empire. Il lui demande alors, avec sarcasme, s'il est convenable pour elle d'admirer l'art de leurs ennemis. Mais Alice lui répond sereinement que l'art transcende les frontières et n'appartient à aucun pays en particulier. Elle s'éloigne ensuite seule pour finalement se retrouver perdue dans la foule. Peu de temps après, Iska la découvre errant sans but et lui propose de la guider. Bien qu'Alice refuse initialement, disant qu'ils sont ennemis, elle se souvient de ses propres mots sur l'art qui ne connaît pas de frontières et accepte. Tous deux apprécient l'exposition ensemble. Et par la suite, Alice lui offre un verre en guise de remerciement pour son aide. Mais alors qu'ils sont assis et discutent, Iska s'endort sur son épaule comme s'il venait de rentrer d'un quart de travail de 12 heures. Alice le regarde et réfléchit silencieusement que, bien qu'il soit ennemi, elle pourrait facilement l'éliminer sur le champ si elle le voulait. Le lendemain, Iska est convoqué au Sénat impérial. Les officiels le félicitent d'avoir arrêté la sorcière de la calamité de glace et révèlent qu'ils envisagent de le nommer à nouveau disciple saint. Ils expliquent que cette nouvelle position lui permettrait de rencontrer l'empereur où il pourrait proposer la seule chose qu'il a toujours voulu, la fin de la guerre. Mais comme il est toujours étiqueté perdant pathétique et criminel dans l'Empire, il devra d'abord gagner la confiance de tous en capturant une sorcière. Alors que le Sénat renvoie Iska, ses pensées reviennent à Alice. Sans perdre de temps, il appelle le capitaine Miss Smith et demande la permission de sauter l'entraînement pour visiter la ville neutre. Miss Smith accepte mais insiste pour l'accompagner car elle s'ennuie aussi. Ailleurs, Rin donne à Alice un cours intensif sur le passé secret d'Iska. Elle révèle qu'il fut autrefois la plus jeune personne jamais choisie pour devenir un saint disciple, mais peu après sa promotion, Iska fut emprisonné pour avoir aidé une sorcière à s'échapper. Cette anecdote a apparemment été effacée de tous les registres, faisant de lui le plus mystérieux loyal serviteur de l'Empire. Alice ne comprend pas pourquoi quelqu'un risquerait sa vie pour une sorcière, alors elle demande à Rin de déterrer des informations sur la fille qui l'a aidée. Après le départ de Rin, Alice ramasse le mouchoir d'Iska comme un souvenir d'une romance interdite. À ce moment-là, la reine arrive et remarque immédiatement l'intérêt croissant d'Alice pour son soi-disant ennemi. Elle lui rappelle qu'Iska est toujours un soldat de l'Empire, et qu'il ne faut donc pas lui faire confiance à tout prix. Cependant, juste après le départ de la reine, Alice appelle Rin et dit qu'elle veut retourner dans la ville neutre. Elle espère croiser Iska et comprendre ses véritables motivations.
Le lendemain, Iska arrive dans la ville neutre avec Miss Smith, et comme toujours, il tombe sur Alice, qui a amené Rin avec elle. Alice plaisante en disant qu'il doit y avoir un lien étrange entre eux, puisqu'ils ne cessent de se croiser dans des villes au hasard. Miss Smith veut savoir qui elle est, alors Alice se présente avec son titre complet, ainsi que son surnom, la sorcière de la calamité glaciale. En entendant cela, Miss Smith est complètement stupéfaite, car elle est littéralement entraînée à chasser les sorcières. Malgré tout, ils quittent la ville et commencent à discuter. Alice veut absolument savoir pourquoi Iska a aidé cette sorcière à s'échapper, le même incident qui a d'ailleurs conduit à son emprisonnement. Il lui révèle alors que cette sorcière n'était en fait qu'une toute petite fille, et pourtant l'Empire l'avait fait enfermer. Il ne pouvait accepter une telle injustice et a choisi de l'aider, sachant très bien ce que cela lui coûterait. Alice, toujours sceptique, ne comprend pas pourquoi quelqu'un d'aussi noble essaie maintenant de la capturer. Iska explique que son but a toujours été la paix, mais puisque l'Empire et la souveraineté refusaient de s'entendre, il n'a eu d'autre choix que de planifier quelque chose d'audacieux. Il croit que prendre une sang pure comme elle en otage forcerait la souveraineté à négocier. Sous le choc, Alice est convaincue de la sincérité de ses intentions, mais elle estime que le plan ne fonctionnera pas. Même s'il parvenait à la capturer, sa mère refuserait catégoriquement de négocier avec l'Empire. Alice lui propose plutôt un poste sous son commandement, afin qu'ils puissent lutter ensemble pour la paix. Mais avant qu'Iska ne puisse répondre, le ciel se fend comme un grand œuf, et le fondateur apparaît d'une immense faille dans le ciel. Iska et Miss Smith sont toutes deux stupéfaites, réalisant que la grande sorcière est en vie. Miss Smith soupçonne immédiatement l'implication d'Alice, et juge toute la situation injuste, mais cette dernière nie tout lien. Pendant ce temps, la fondatrice se met à lancer des attaques de feu, comme si elle avait attendu 100 ans pour faire exactement cela. De retour dans la souveraineté, la reine découvre que le corps de la fondatrice a disparu et comprend qu'elle s'est réveillée. Avec cela, la reine croit qu'ils ont enfin le pouvoir de gagner la guerre vieille de 100 ans. Pendant ce temps, la fondatrice attaque aussi Alice. Et Iska ne comprend pas pourquoi elle viserait sa propre descendante. Alice suppose qu'il pourrait s'agir du système de défense automatique du pouvoir astral qui se déclenche, bien qu'elle ne soit même pas sûre. Elle essaie ensuite de lui parler du fait qu'Iska lui manque depuis leur rencontre. Cependant, l'entrée dramatique du fondateur a tout gâché, comme un oncle ivre débarquant à un mariage sans y être invité. Furieuse, Alice décide de se battre contre l'ennemi commun aux côtés d'Iska. La fondatrice, réalisant qu'Alice pourrait se ranger du côté de l'Empire, la déclare elle aussi ennemie. Elle tire sur Alice, mais Rin invoque un golem pour la protéger et finit par être assommé. Il dit alors à Miss Smith d'emmener Rin à l'hôpital et d'évacuer la zone immédiatement. Après cela, Iska dégaine ses deux épées, et la fondatrice les reconnaît immédiatement comme les lames de Crosswild. Elle se demande alors si ce sont elles qui ont provoqué son éveil. Iska, stupéfait, lui demande comment elle connaît son maître, mais elle répond que cela n'a aucune importance, car il ne sera de toute façon pas capable de l'arrêter. Elle attaque de nouveau, mais Iska et Alice parviennent à la contrer facilement. Une Alice enragée souligne que la fondatrice n'est plus une héroïne dans son royaume, mais la sorcière s'en moque car elle veut juste détruire l'Empire complètement. Alors que la bataille s'intensifie, la fondatrice déploie des ailes comme un Pokémon évolué et tire plus de décharges. Elle utilise la magie de glace et de terre pour créer un monstre lion massif et le projette vers eux. Alice le fige en l'air, mais le fondateur lance un puissant sort de vent qui manque de les assommer. Heureusement, Iska parvient à rattraper Alice en l'air avant qu'elle ne soit emportée. Elle lui dit de lâcher prise car ses mains se blessent, mais il sourit d'un air sinistre et insiste pour la retenir. Il croit que, parce qu'ils sont dans une ville neutre et qu'ils ont le même objectif, ils doivent travailler ensemble. En entendant cela, une Alice revigorée commence à tirer des flèches de glace sur le fondateur qui les bloque et la repousse. Mais Iska avance, coupant à travers les boules de feu entrantes une par une. Alice construit des escaliers de glace pour l'aider à grimper plus vite, rendant le fondateur nerveux. Elle tire une flèche enflammée, mais Alice la bloque avec un bouclier de glace. Profitant de l'occasion, Iska atteint la fondatrice et lui coupe les ailes, la faisant s'effondrer au sol et retourner à son hibernation. Une fois que tout se calme, Alice propose à nouveau à Iska de travailler pour elle, mais il refuse. Il propose plutôt qu'ils cessent d'être ennemis, au moins pour aujourd'hui, et elle accepte. Le lendemain, Risa informe Miss Smith qu'un entraînement conjoint pour leur prochaine mission commencera bientôt. Elle leur conseille de profiter de leur temps libre, restant tant qu'ils le peuvent. Prenant le conseil au sérieux, Miss Smith et le reste de l'équipe se dirigent vers un casino. Bien qu'ils soient entourés de jeux et de lumière, Miss Smith se sent anxieuse, se demandant si leur prochaine mission sera dangereuse. Les autres lui demandent, curieux, pourquoi elle est venue au casino. Elle révèle que son but est de décrocher le jackpot et d'utiliser les gains pour acheter un char, au cas où les choses tourneraient mal pendant la mission. Pendant ce temps, Alice et Rin arrivent aussi au casino. Rin lui fait un rapide tour d'horizon des jeux de hasard et bien qu'Alice ne montre pas beaucoup d'intérêt, elle finit par décrocher le jackpot dès son tout premier essai. Alors que les gens l'entourent avec admiration, Nini arrive aussi et félicite Alice. Elle mentionne que si elle avait autant de pièces, elle aurait acheté un char d'assaut pour leur capitaine. En entendant cela, Alice décide de lui donner le jackpot, déclarant qu'elle n'a pas besoin de cet argent. Une Nini toute excitée retourne ensuite à son groupe et leur raconte comment une belle fille blonde lui a donné le jackpot. Iska, en entendant parler d'une mystérieuse jeune femme blonde, se demande un instant si ce pourrait être Alice, mais elle écarte rapidement l'idée, pensant que c'est probablement juste une coïncidence. En sortant, Alice aperçoit une boutique de voyance. Elle y entre curieusement et demande à la voyante quand et où elle rencontrera ce certain garçon qu'elle recherche. La voyante louche ne fait même aucune recherche et dit simplement que la personne est déjà tout près et que leur lien ne pourra jamais être brisé.
Peu de temps après, Iska passe aussi devant la boutique et décide de demander à la diseuse de Bonaventure des informations sur une fille qu'il recherche. On lui dit exactement la même chose, que la personne qu'il cherche est proche. Au quartier général du royaume impérial, Richia est convoquée par le Sénat. Ils veulent qu'elle utilise son amitié avec Miss Smith pour rediriger son équipe en renfort vers une région appelée Vortex. Richia, suivant les ordres, contacte Miss Smith et son équipe, leur annonçant qu'ils doivent abandonner leur mission initiale car elle leur en confie une toute nouvelle. Elle leur explique que le conflit entre l'Empire et la souveraineté a débuté à l'origine en raison de la formation d'un vortex, causé par un débordement d'énergie astrale. Maintenant, un nouveau vortex se forme, et si la souveraineté en prend le contrôle, cela causerait des problèmes à l'Empire. Par conséquent, leur équipe est envoyée pour empêcher la souveraineté de le revendiquer. Pendant ce temps, Rin informe également Alice du nouveau vortex. Alice est surprise de n'en avoir rien entendu plus tôt, et Rin explique que la famille Nzoa a délibérément tardé à les informer. Il est révélé que dans le royaume de la souveraineté, il y a 3 familles royales, et les forces de puissance astrale sont toujours stationnées dans la région frontalière, qui est la juridiction de la famille Zoa. Alice commence maintenant à soupçonner qu'ils comptent garder le vortex pour eux-mêmes. Pour confirmer ses soupçons, elle va affronter directement la famille Zoa. Elle y rencontre Lord Mask, le chef temporaire de la famille, qui a plus l'air d'un artiste de cirque. Alice exige de savoir pourquoi la famille Zoa n'a pas signalé le nouveau vortex plus tôt. Lord Mask prétend qu'il n'y a aucune preuve concrète que le site soit réellement un vortex, mais il offre d'envoyer des troupes pour mener l'enquête. Pendant ce temps, Miss Smith et son équipe sont parvenus au camp militaire de l'Empire où une multitude de soldats est rassemblée. Iska se demande si elle a bien soumis un rapport au supérieur sur ce qui s'est passé avec la sorcière fondatrice dans la ville neutre, mais Miss Smith répond que le haut commandement était mécontent parce qu'elle n'a pas enregistré d'image comme preuve, comme si elle était une vlogueuse. C'est alors que Miss Smith rencontre une vieille amie nommée Noro, et les deux se retrouvent joyeusement. On découvre qu'ils sont amis depuis longtemps. Peu après, un disciple saint nommé Nameless, qui est en fait un robot rudimentaire et aussi leur officier commandant, rassemble tout le monde et annonce la mission. Il explique qu'ils doivent atteindre le vortex avant la souveraineté, et s'ils ne peuvent pas le sécuriser, ils doivent le détruire. Nameless déclare que son seul but est d'éliminer toutes les forces astrales et avertit chacun de ne pas le gêner. Très vite, l'équipe commence à chercher le vortex. Pendant la mission, Miss Smith reçoit un appel de Noro et apprend que plusieurs unités ont disparu. Elle s'inquiète et soupçonne des sorcières, mais Noro n'est pas d'accord, affirmant que si des sorcières étaient responsables, elles auraient laissé des traces. Une Miss Smith inquiète décide alors de retourner à la base, s'attendant à de nouveaux ordres de Nameless, mais il leur ordonne simplement de poursuivre les recherches et écarte les unités disparues, comme si des dizaines de soldats entraînés s'évanouissant dans la nature n'étaient tout pour lui qu'un simple problème administratif. Miss Smith et les autres sont mécontents de cet ordre, alors Iska décide d'affronter Nameless directement. Ils avaient travaillé ensemble avant l'emprisonnement d'Iska, alors il espère qu'ils pourront parler. Mais quand il s'approche, Sans Nom fait semblant de ne pas le connaître, puis se souvient soudain qu'Iska est le disciple saint emprisonné pour avoir aidé une sorcière. Iska tente de s'expliquer, mais Sans Nom lui dit froidement que, sans le rang approprié, il n'a pas le droit de lui parler. Avant que les choses ne dégénèrent, Miss Smith intervient et déclare qu'en tant que capitaine de l'équipe, elle parlera au nom d'Iska. Elle présente ensuite calmement leurs arguments pour qu'une équipe de sauvetage soit envoyée chercher les disparus. Plus tard, Iska partage tout avec Nini et Jin, disant que Nameless l'avait complètement ignoré, le traitant comme une page de conditions générales. Au même moment, Alice décide aussi de se diriger vers le vortex. Rin pense y aller dans l'espoir de rencontrer Iska, mais Alice la repousse, disant qu'en tant que princesse, c'est son devoir de protéger son royaume. Les deux arrivent finalement sur le site du vortex, où Lord Mask est déjà présent. Cela confirme que l'endroit est bien un vortex. Alice demande à Lord Mask s'il essayait de garder le vortex pour lui, mais il affirme qu'il ne l'a trouvé que récemment, et qu'il était sur le point de le signaler à la reine. Cependant, au moment même où il tente de se montrer responsable, sa nièce Kissing fait son apparition, et soudain, il change complètement de discours, disant à Alice de le laisser s'occuper personnellement de la défense du vortex. Étant donné que Mask n'est qu'un homme chétif et bon à rien, Alice se demande si Kissing est assez forte pour combattre l'armée impériale. Lord Mask répond avec assurance qu'elle possède de bien meilleurs pouvoirs qu'Alice elle-même. Alice ne doute pas des capacités de Kissing, mais elle tient absolument à savoir ce que la famille Zoa compte réellement faire avec le vortex. Mask, sans la moindre hésitation, avoue que chaque mage astral rêve de vaincre l'armée de l'Empire, comme si ce n'était qu'une simple ambition d'enfant, comme devenir astronaute. De cela, Alice en conclut que la famille Zoa a bel et bien l'intention d'utiliser le vortex comme arme pour modifier l'équilibre des forces dans la guerre. Ailleurs, Miss Smith et sa bande commencent à capter d'étranges signaux astraux. Elle reçoit ensuite un appel confirmant que ces signaux proviennent d'un art astral, ce qui signifie que quelqu'un de la souveraineté s'est bien infiltré. Ils réalisent que cet infiltré pourrait aussi être responsable des unités manquantes. Finalement, leur capteur détecte un signal, et l'équipe est excitée à l'idée d'être la première à trouver le vortex. Mais au moment où ils s'approchent, l'unité de Noro apparaît et prend soudainement Miss Smith en otage, révélant qu'elle et son escouade sont des sorcières. À cet instant précis, Nameless surgit et commence à découper les coéquipiers de Noro comme s'il était dans un montage d'entraînement.
L'un d'eux tente de couvrir la fuite de Noro avec une explosion de feu et elle se précipite vers le véhicule. Nameless est sur le point de lancer son couteau quand Iska l'arrête, sauvant Miss Miss d'un coup de couteau au visage. Cela permet à Noro de s'échapper et Nameless est furieux contre Iska pour avoir désobéi à un commandant. Mais Jin désamorce rapidement la tension en disant qu'ils savent déjà où Noro est allé. Sans nom insiste alors que la mission n'a pas changé. Ils doivent toujours trouver le vortex ou le détruire s'il tombe entre les mains de la souveraineté. De retour près du vortex, Lord Mask remarque à quel point il est petit. Il apprend bientôt l'existence de Noro et la rencontre, la félicitant d'avoir capturé des soldats impériaux. Parce que Miss Miss avait déjà rencontré Alice dans la ville neutre, elle lâche qu'elle la reconnaît. Mais Rin intervient rapidement et assomme Miss Miss juste à temps. Alice réalise que cela pourrait être sa meilleure chance de confronter Iska à nouveau et demande à Noro l'emplacement de la base impériale. Pendant ce temps, l'Empire commence à bombarder la base souveraine. Donc Iska et les autres se précipitent pour sauver Miss Miss. Ils la trouvent bientôt traînée par Noro comme un sac de pommes de terre. Iska se libère et dévie toutes les attaques de Noro sans même scier. Pendant ce temps, Kissing apparaît et arrête un des missiles de l'Empire quelques secondes avant l'impact. Cela fait réaliser à Iska qu'elle est une purebred et vraiment puissante. À la base impériale, Alice arrive et la découvre abandonnée, mais Nameless, vêtu d'une tenue de camouflage, est déjà sur place. Il tente de lui tendre une embuscade, mais Rin perçoit sa présence juste à temps et encaisse le coup, se blessant au passage. Quand elle voit Rin blessée, Alice devient furieuse et elle se prépare à la bataille. De retour à la base de la souveraineté, Kissing forme d'énormes épines acérées et les lance sur Iska, mais elle est stupéfaite quand il les bloque avec une facilité déconcertante. Elle réalise alors qu'il doit être un disciple saint, l'un des meilleurs guerriers de l'Empire. Kissing réagit ensuite en régénérant le missile précédemment détruit et le projette vers lui comme une boule de bowling. D'autre part, Alice lance ses tirs de glace sur Nameless, mais il les esquive habilement et lui renvoie ses propres épées. Rin s'interpose à nouveau, protégeant Alice et subissant encore plus de coups. Cela plonge la princesse dans une rage folle, elle décide donc qu'il est temps d'arrêter de se retenir. Elle active alors sa grande calamité de glace, gelant toute la zone et forçant Nameless à s'enfuir. Juste au moment où Alice pousse un soupir de soulagement, elle voit une explosion soudaine près du vortex et s'inquiète. Kissing, pendant ce temps, est certaine que la bombe nucléaire a eu raison d'Iska, mais il émerge des flammes comme s'il était un cafard invincible. Agacée, elle lance encore une autre attaque, mais Iska l'esquive et l'assomme d'un léger coup d'épée, comme s'il fermait simplement le livre d'un chapitre ennuyeux. Après cela, Iska et Miss Miss décident de ramener Kissing à la base, mais juste au moment où ils commencent à bouger, Lord Mask apparaît de nulle part et poignarde Iska par derrière. Il envoie Miss Miss dans le vortex d'un coup de pied, puis s'échappe avec Kissing. Iska, encore sous le choc du coup de couteau, saute aussitôt après elle. Étonnamment, Alice arrive aussi sur les lieux et plonge dans le vortex pour les secourir. Elle lui propose de l'aider à s'échapper, mais seulement s'il promet de la combattre plus tard. Iska accepte et lui prend immédiatement la main. Juste au moment où Alice commence à les retirer, l'énergie astrale à l'intérieur s'intensifie, provoquant l'explosion du vortex et les éjectant dans différentes directions. Peu de temps après, Jin et Neny retrouvent leurs coéquipiers et les emmènent rapidement dans leur van. Quelques jours passent, et Rin remarque qu'Alice ne peut pas s'empêcher de penser à Iska. Elle décide d'aider en suggérant qu'ils organisent un véritable combat entre eux, espérant qu'une fois qu'Alice l'affronte, elle puisse enfin passer à autre chose. Ailleurs, Miss Miss, bouleversée, tombe à genoux et s'excuse auprès de son équipe, croyant que si elle n'avait pas été enlevée par Noro, personne n'aurait eu à affronter de tels problèmes. Mais Iska la rassure, tout s'est bien passé et qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus. Bientôt, Rishia arrive et lâche une bombe. Ils devront infiltrer la souveraineté pour capturer la reine Nebulis elle-même. Les autres sont stupéfaits car s'infiltrer dans la souveraineté est quasiment impossible, comme gagner une dispute avec sa petite amie. Ils demandent si Rishia a un quelconque plan et elle promet de le révéler une fois que toutes les préparations seront faites. Pendant ce temps, dans la cité neutre, il est révélé qu'Alice cherche Iska depuis 3 jours sans relâche. Rin, qui commence à perdre espoir, pense qu'Iska a dû mourir dans l'explosion du vortex. Mais Alice refuse de le croire et insiste avec conviction qu'il est toujours en vie. Elle dit ensuite à Rin de chercher dans une autre direction, tandis qu'elle continue seule. Alors que Rin la regarde partir, elle pense à la position d'Alice dans la famille royale. En tant qu'héritière directe du trône, Alice devrait passer son temps à bâtir des alliances et du soutien parmi les nobles, au lieu de chercher sans fin un seul soldat impérial. Par conséquent, Rin décide de prendre des mesures drastiques pour effacer Iska de l'esprit d'Alice. À la base impériale, Miss Miss ressent soudainement un étrange picotement au niveau de son épaule. Elle retire sa veste pour vérifier, seulement pour découvrir un blason astral lumineux sur son épaule, comme si elle venait de se faire un nouveau tatouage. Iska s'avance pour la rassurer et lui demande gentiment si elle a la moindre idée de comment elle a pu l'obtenir. Miss Miss est tout aussi confuse que tout le monde, mais Jin émet l'hypothèse que cela a dû se produire quand elle est tombée dans le vortex. Il pense que l'explosion aurait pu être provoquée par un esprit astral, et que, durant cet instant précis, il a d'une manière ou d'une autre pris possession de Miss Miss. Jin propose de vérifier l'authenticité de l'emblème en le présentant à l'institut de recherche. Mais Neny les met en garde, si l'Empire venait à l'apprendre, il risquerait de l'exécuter pour sorcellerie. Iska présente alors 2 options à Miss Miss.
Elle peut soit se rendre et ils essaieront de faire réduire sa peine, soit cacher l'emblème et compter sur le soutien de l'équipe pour rester en sécurité. Miss Smith craint que si elle est prise, tout le monde sera puni, mais les autres insistent qu'ils suivront sa décision parce qu'ils sont une équipe. En entendant cela, Miss Smith fond en larmes et dit qu'elle veut rester leur capitaine, surtout maintenant qu'ils sont enfin redevenus une vraie unité. De l'autre côté, Alice termine une autre longue journée de recherche et n'a toujours pas trouvé Iska, simplement parce qu'il n'est pas encore apparu en ville. Malgré tout, elle demeure résolue à revenir quotidiennement jusqu'à ce qu'elle puisse le revoir. Pendant ce temps, Iska rencontre Jean et ils discutent de la manière dont il pourrait garder le blason de Miss Smith caché, étant donné que la disciple sainte pourrait le détecter aisément. Jean craint que si le blason devient instable ou déclenche une réaction, elle ne soit déclarée traîtresse, tout comme Noro. Le lendemain, Iska emmène Miss Smith à la cité neutre pour se détendre. Pendant qu'il observe les paisibles citoyens qui les entourent, Miss Smith s'en va leur chercher des rafraîchissements. Peu après, Alice arrive sur les lieux, cherchant son Roméo, et finit par le trouver assis tranquillement sur le banc. Elle lui demande ce qu'il fait ici, et Iska répond que les choses ne vont pas très bien dans son unité, et qu'il a beaucoup réfléchi à cela. Alice veut en savoir plus, mais Iska refuse de lui expliquer, lui rappelant qu'ils sont toujours des ennemis. Pendant qu'ils discutent, Alice se penche un peu trop près de lui, presque comme si ses hormones l'attiraient irrésistiblement. Mais c'est à ce moment précis que Rin apparaît et les aperçoit, poussant Alice à se redresser immédiatement et à tenter d'expliquer que la situation n'était pas ce qu'elle semblait être. Bien qu'elle soit visiblement agacée, Rin tend une boisson à Alice et en propose également une à Iska, précisant que c'est un cadeau de sa part. Mais dès qu'il la boit, sa tête commence à devenir lourde et il s'effondre. Rin admet alors qu'elle avait drogué la boisson, pensant qu'il ne boirait jamais rien de ce qu'il lui donnerait. Mais maintenant qu'il l'a fait, il croira que la souveraineté a essayé de l'empoisonner. De cette façon, il verra enfin Alice comme une vraie ennemie et cessera de lui parler. Alice est clairement contrariée et dit à Rin qu'elle n'a pas apprécié ce qu'elle a fait, mais l'assistante impassible suggère de prendre Iska en garde à vue. À ce moment, Miss Smith revient et demande une explication sur ce qui se passe. Quand les deux commencent à s'éloigner avec l'otage, elle court après eux et son emblème astral commence à émettre de l'énergie. Cela choque Alice, alors elle gèle immédiatement les jambes de Miss Smith avant de partir avec Rin et un Iska inconscient. Quelques heures plus tard, Richia apprend ce qui s'est passé et rapporte immédiatement à l'empereur qu'Iska a été enlevé par la sorcière de la calamité glaciale. Alors qu'il rentre, Alice dit à Rin qu'amener Iska dans la région centrale de la souveraineté ne serait peut-être pas une bonne idée, elle décide donc de l'emmener plutôt dans la ville voisine d'Alcatraz. Pendant ce temps, le Sénat imperturbable lui ordonne de poursuivre le plan initial, agissant comme si la perte de leurs meilleurs soldats n'était pas un problème. Mais Richia les informe que l'empereur lui-même lui a ordonné de surseoir. Quand le Sénat demande quel est son nouveau plan, elle leur répond qu'Iska a été conduit à Alcatraz, qui se trouve être le même endroit où un démon barbare nommé Salinger est emprisonné. Richia explique que s'il le libère maintenant, il pourrait l'utiliser contre la reine de la souveraineté, car il s'est autrefois opposé à l'ancienne reine et a été emprisonné pour cette raison. Richia rencontre ensuite Miss Smith et le reste de l'équipe, et révèle qu'il prévoit d'entrer dans la souveraineté. Elle sort un appareil qui émet de l'énergie astrale et l'applique au Néné, créant un blason astral lumineux sur sa main. Elle explique que cela les transformera temporairement en sorcières ou magiciens et que l'effet ne durera qu'une semaine. Jean s'empare immédiatement de l'appareil et l'utilise sur Miss Smith pour masquer son véritable blason. Richia leur ordonne ensuite de se rendre directement à Alcatraz pour chercher Iska, tandis que les autres unités utiliseront cette diversion pour tenter d'infiltrer le palais et capturer la reine. Pendant ce temps, Alice, Iska et Rin arrivent à Alcatraz. Curieuse de savoir s'il dort encore, Alice commence à le taquiner, mais il finit par tomber sur elle, la mettant très mal à l'aise. Peu après, il se réveille et Rin est stupéfaite, car le somnifère qu'elle lui avait donné aurait dû le garder inconscient jusqu'au lendemain. Iska est déçue qu'elle l'ait kidnappé, mais les filles insistent que c'est de sa faute d'avoir bu la boisson. Elles arrivent bientôt à un hôtel où Rin rappelle à Iska qu'il est maintenant loin dans le territoire de la souveraineté, donc appeler à l'aide ne lui servira à rien. Une fois à l'intérieur, Rin dit à Alice qu'elle a réservé une autre chambre et suggère d'enchaîner Iska pour la sécurité. Mais Alice n'aime pas l'idée car elle tient vraiment à son image publique et ne veut pas que les gens pensent qu'elle maltraite ses prisonniers. Rin dit qu'elle ne peut pas laisser Alice rester dans la même chambre que lui non plus, alors elle a déjà réservé une suite de luxe où Alice pourra se reposer pendant qu'elle-même veille sur Iska. Pendant ce temps, Miss Smith et le reste de l'équipe entrent avec succès dans la souveraineté. Richia les contacte et explique qu'Alcatraz est en fait un secteur privé où la souveraineté accepte et détient des criminels d'autres pays en échange d'argent. Jean demande si tous les criminels ici sont des mages astraux, et Richia commence à énumérer des détenus dangereux. Elle est sur le point de mentionner Salinger, mais s'arrête, ne voulant pas encore révéler son plan complet. Peu après, le groupe rencontre Richia en personne, et elle les dirige vers la prison d'Olalukan, car c'est probablement là qu'Iska est détenu. De retour à l'hôtel, Rin prend un couteau et se coupe délibérément la main. La jeune fille dérangée prévoit maintenant de faire accuser Iska de l'avoir attaqué pour qu'Alice le considère comme un dangereux soldat impérial. Pendant ce temps, Alice commence à avoir faim et se rend à leur chambre pour demander ce qu'il y a pour le dîner. Mais en entrant, elle voit Rin tenter de poignarder Iska et l'arrête immédiatement. De l'autre côté, Jean, Miss Smith et Néné pénètrent discrètement dans la prison, mais Richia, elle, a choisi de suivre son propre chemin. Cela pousse Miss Smith à se demander si Iska est réellement présent ici, affirmant qu'une disciple sainte telle que Richia ne prendrait pas le risque de venir sans en être absolument certaine. De retour à l'hôtel, Alice s'attache à Iska avec une chaîne, convaincue qu'il ne pourra pas la traîner, elle qui est si lourde. Elle déclare ensuite qu'elle veillera personnellement sur lui et ordonne à Rin de s'en aller.
Peu après, un Niska inquiet commence à poser les questions importantes. Il se demande comment ils feront pour les toilettes et ça met tout de suite Alice en panique. Comme les clés sont avec Rin, elle l'appelle à grands cris car elle a un besoin urgent de se rafraîchir. Après que les deux se soient à nouveau séparés, Alice se précipite pour prendre une douche pendant qu'Iska et Rin entament une conversation gênante. Le pauvre gars demande ce qu'ils vont faire de lui et la méchante fille répond que si ça ne tenait qu'à elle, elle le garderait enfermé dans cet hôtel pour toujours. Bientôt, Alice sort de la salle de bain enveloppée dans une serviette, oubliant complètement qu'Iska est toujours là. En le voyant, elle se détourne rapidement, mais Iska finit par remarquer le sceau astral sur son dos. Alice lui demande ce qu'il en pense, étant donné que l'Empire considère les sceaux comme des malédictions. Iska répond que sa capitaine est aussi devenue une sorcière, mais il la respecte toujours. Alice lui demande alors ce qu'il voit en elle si ce n'est une sorcière, et Iska répond simplement « Une rivale sur le champ de bataille !» En entendant sa réponse, Alice est tellement excitée qu'elle en laisse tomber sa serviette par accident. Elle exprime sa joie qu'il la considère comme son égale et non comme une personne spéciale. Un Iska tout gêné lui demande de s'habiller d'abord. Et Alice se couvre précipitamment d'une serviette. Mais ensuite, d'un ton étrange et inquiétant, elle lui dit que puisqu'il a vu son corps, elle devrait voir le sien en retour. Pendant ce temps, Richia s'infiltre dans les quartiers de haute sécurité de la prison et finit par rencontrer la bête tristement célèbre, Salinger. Il se détend nonchalamment sur un banc, comme s'il allait recevoir un massage, et Richia s'étonne de sa jeunesse alors qu'il a été enfermé il y a 30 ans. Elle se demande s'il est le vrai Salinger, mais il le prend comme une insulte et lui intime d'aller droit au but. Richia révèle alors qu'elle compte le faire évader de prison afin qu'il puisse l'aider à capturer la reine. Le démon accepte immédiatement, non pas parce qu'il veut se venger, mais parce qu'il s'ennuie de rester derrière les barreaux et veut sortir pour devenir roi dès maintenant. De retour à l'hôtel, Iska a du mal à s'endormir et il profite de la vue comme s'il était en villégiature. Mais Alice gâche l'ambiance en expliquant que cette zone se trouve en fait au-dessus d'une immense prison souterraine pleine de dangereux criminels. Elle révèle ensuite que le criminel le plus dangereux du pays, le démon Salinger, est également détenu dans l'une des cellules souterraines. Cela surprend Iska et il demande pourquoi elle le traite de démon. Alice explique qu'il a jadis attaqué l'ancienne reine et possède des pouvoirs inexplicables qui peuvent détruire le royaume en un instant. À ce moment-là, Rin entre avec une nouvelle de dernière minute. Quelqu'un a infiltré le territoire de la souveraineté. Elle ajoute que plusieurs groupes suspects ont été repérés dans 12 provinces et Alcatraz en fait partie. Ailleurs, Miss Smith et son groupe ont réussi à infiltrer la prison, mais soudain, les alarmes se mettent à retentir. La capitaine panique, craignant qu'il n'ait été découvert, mais Jean lui fait remarquer que c'est pour une autre raison. Ses craintes sont confirmées lorsqu'une gigantesque explosion secoue la tour, signe qu'un criminel notoire s'est évadé. Richia contacte ensuite le groupe et rapporte que l'explosion a été causée par un esprit astral, créant un trou au sommet de la tour. Inquiète, Miss Smith demande aussitôt des nouvelles d'Iska, mais Richia, d'un air suffisant, dit qu'il n'est pas là. Elle ajoute qu'un démon est maintenant en liberté, semant le chaos et qu'ils devraient tous abandonner la mission. Une fois l'appel terminé, Néné soupçonne qu'ils ont été utilisés comme appât, et bien que Jean sache que c'est vrai, il suggère de se concentrer d'abord sur la façon de s'échapper. Pendant ce temps, Rin découvre l'évasion de Salinger et le signale à Alice. Cette nouvelle choque Alice qui appelle rapidement les forces d'urgence. Elle pense que Salinger pourrait tenter de voler le blason astral de la reine, alors elle décide de l'arrêter elle-même. Rin essaie de l'en dissuader mais Alice a déjà pris sa décision. Apparemment, elle est la seule personne dans tout le pays capable de vaincre le célèbre démon. Avant de partir, Alice rencontre Iska et ne lui révèle rien de son plan, car ils sont toujours ennemis. Elle est sur le point de demander de l'aide, mais change d'avis et lui tend plutôt un mouchoir, remplaçant celui qu'elle lui avait donné précédemment. À la prison, les gardes se rapprochent et Jean réalise qu'ils sont bien trop nombreux. Il élabore donc un plan pour les distraire afin que les autres puissent lancer une attaque. Cependant, Miss Smith insiste pour être l'appât et court devant les gardes en faisant étalage de son blason astral. Ils l'encerclent rapidement et sont sur le point de l'achever, mais Jean et Néné les neutralisent avec leur pistolet juste à temps. De retour à l'hôtel, son téléphone se met à sonner et il réalise qu'Alice a oublié de le cacher. Il répond vite et trouve Miss Smith au bout du fil qui lui demande où il est. Iska révèle qu'il se détend seul à l'hôtel et que la sorcière de glace se dirige vers la prison. À son grand choc, Miss Smith révèle qu'ils sont déjà dans la même prison. Il demande ce qu'ils font là, mais Jean intervient et l'exhorte à les rejoindre au plus vite, disant qu'il ne peut pas s'échapper car il est toujours menotté, mais il se souvient alors soudainement du mouchoir qu'Alice lui a donné. Il regarde à l'intérieur et y trouve les clés de ses menottes, d'une manière vraiment romantique. Pendant ce temps, Alice et Rin arrivent près de la prison et sont accueillis par une énorme boule de feu. Mais ils parviennent à s'échapper au dernier moment. Le bâtiment est en flammes. Alice utilise ses pouvoirs de glace pour tout geler et prend le commandement des gardes. Iska, de son côté, retrouve son équipe et s'excuse d'avoir été enlevée par de jolies filles. Miss Smith dit qu'ils doivent s'échapper, mais Iska a d'autres projets en tête. Il reprend ses armes et demande à tous de l'attendre à l'hôtel pendant qu'il règle des affaires inachevées. À l'intérieur de la prison détruite, Rin affronte Salinger, assis sur les débris comme sur un trône. Elle le traite de traître à la nation et lui rappelle qu'il a tenté de voler l'esprit astral de la reine. Cependant, un Salinger indifférent affirme qu'il est le roi et que collecter les esprits comme impôt est son droit royal. Il dit qu'il deviendra encore plus puissant qu'un roi en rassemblant tous les esprits. Une Rin furieuse crie qu'il n'est rien de plus qu'un criminel et lance son arme, mais Salinger les bloque facilement avec un esprit astral du vent. Il n'a pas qu'un seul esprit, il en a plusieurs, probablement volés à leurs utilisateurs originaux. Une Rin stupéfaite et c'est tout ce qu'elle peut. Elle invoque son golem et tente
de le lier avec des rochers, mais il la maîtrise facilement et la jette de côté. Comme si cela ne suffisait pas, Salinger se vante d'avoir un esprit astral de terre de race pure, disant que le sien n'est rien en comparaison. Cela met Rin en colère, qui réalise que son pouvoir vient du vol des esprits de la lignée royale. Elle déclare qu'il subira une punition sévère, mais Salinger lui dit de se taire car il est fatigué de ses aboiements. Il se moque de la famille royale, trop faible pour déchaîner toute sa puissance. Puis il frappe Rin avec une décharge invisible, la faisant tomber lourdement en sang. Il se plaint que ce combat n'est pas amusant et que c'est comme s'il frappait un chiot. Alors qu'il s'apprête à porter le coup final, Iska arrive soudainement et tranche son attaque en deux. Salinger est stupéfait que quelqu'un puisse bloquer son coup invisible si facilement. Mais maintenant, la vraie bataille ne fait que commencer. Iska demande à Rin si c'est lui l'ennemi d'Alice. Une fois qu'elle le confirme, Iska accepte de combattre Salinger, mais seulement à condition que Rin ne l'empêche pas, lui et ses compagnons, de retourner à l'Empire. Elle ne dit pas exactement oui, mais son silence suffit à Iska pour commencer la bataille. Salinger, par contre, est perplexe quant à la raison pour laquelle un soldat de l'Empire essaie de l'arrêter en premier lieu. Pendant ce temps, un homme en costume élégant nommé Schwartz, majordome de la sœur cadette d'Alice, Sisbel, l'informe que Salinger s'est évadé de prison. Alice est actuellement à Alcatraz et commande les opérations là-bas. Il soupçonne que ce n'est pas une coïncidence si Salinger s'est échappé au moment où Alice est arrivée. Sur le champ de bataille, Salinger est choqué car son attaque précédente a été interceptée par Iska. Il avait l'impression que les attaques basées sur le son étaient invisibles et qu'il ne devrait pas être possible de les trancher. Cependant, Iska lui donne une leçon rapide. Bien que l'attaque puisse être invisible, les flammes autour d'eux vacillent quand ils bougent, ce qui lui permet de sentir la trajectoire. Rin, qui est toujours au sol, le prévient d'arrêter de parler et de rester vigilant, expliquant que la capacité principale de Salinger est la réflexion aquatique, ce qui lui permet de capturer d'autres esprits astraux. La bête utilise de nouveau son attaque sonore, mais Iska l'esquive comme si de rien n'était. Cela impressionne la bête et elle demande comment Iska a fait, mais le garçon répond que c'était juste l'instinct. Puis, en une fraction de seconde, il s'approche de Salinger, le prenant par surprise. Iska abat son épée sur lui, mais Salinger se défend avec une barrière de vent. Il réagit alors en faisant s'écrouler le sol sous Iska, mais cela ne l'arrête pas. Iska l'atteint toujours et lance une autre attaque, forçant Salinger à reculer. Cette fois, il utilise un esprit de terre pour inonder le sol de lave, mais Rin prévient Iska à temps, et il parvient à esquiver. Elle lui dit qu'ils n'ont aucune idée de tous les pouvoirs que Salinger dissimule, mais qu'ils doivent d'une manière ou d'une autre le pousser à ses limites. En entendant cela, Salinger rit et dit qu'ils n'ont encore rien vu. Selon lui, la véritable puissance d'un esprit astral est bien plus grande qu'ils ne peuvent l'imaginer. Ailleurs, Sans Nom tend une embuscade à Alice par derrière, mais elle le sent et bloque l'attaque avec sa glace. Elle lui demande s'il a aidé Salinger à s'échapper, mais il esquive la question, disant que l'important est que Salinger soit maintenant libre et transforme toute la prison en un cauchemar enflammé. Alice dit qu'elle l'arrêtera et lance un coup d'épée de glace, mais Sans Nom recule, disant que son travail est fait et disparaît. De retour au combat, Salinger combine la glace et le feu pour former une déflagration mortelle et la lance sur Iska. Notre héros le tranche à nouveau, mais cela s'avère être un piège, car les pouvoirs ne font que se renforcer et le frappe brutalement. En voyant cela se dérouler, Rin réalise que la vraie raison pour laquelle Salinger vole les esprits astraux pourrait être de les combiner en de puissantes attaques hybrides. Mais Salinger révèle qu'il a des ambitions encore plus grandes, car son but est de fusionner les humains avec les esprits astraux. Seule une personne a atteint ce niveau pour l'instant, et c'est le fondateur de Nebulis. Rin se prépare à attaquer de nouveau, mais Salinger se moque d'elle en affirmant qu'il a déjà réglé son compte à Iska et que l'éliminer, elle, serait aussi facile que de débrancher un routeur. Cependant, Rin déclare avec audace qu'Iska reviendra, car il est le seul homme qu'Alice ait jamais considéré comme son rival et celui qui a vaincu la fondatrice elle-même. Salinger ne croit pas Rin et se prépare à attaquer. Mais juste à ce moment-là, Iska apparaît soudainement des décombres. Un Salinger stupéfait demande comment il a survécu à l'explosion impossible. Iska révèle avoir utilisé de la glace pour se protéger. Salinger, désormais visiblement agacé, commence à utiliser ses pouvoirs d'air et de foudre pour créer une tempête de sable massive. Il la projette vers Iska, mais Rin invoque rapidement un golem avec son esprit de terre pour le protéger. Enragé par son interférence continue, Salinger décide de se débarrasser d'elle en premier et lance un puissant sort vers elle. Mais juste au moment où tout semble perdu, Alice arrive à temps et protège son assistante avec sa magie de glace. Saisissant cette opportunité, un Iska déterminé fonce sur Salinger, qui crée de nouvelles épées pour riposter. Mais Iska les découpe aisément comme s'il coupait des oignons avec son katana. Réalisant qu'il a été vaincu, Salinger se rend au bord de la tour et se jette dans l'abîme, non sans avoir annoncé qu'il reviendrait bientôt pour poursuivre ses sinistres desseins. À la suite de cet incident, Rin procède à une rapide évaluation des dégâts et apprend que tous les autres prisonniers évadés ont été capturés. Les soldats impériaux ont également battu en retraite, ce qui a apporté un grand soulagement à Alice. Ailleurs, il est révélé que la personne en costume qui a affronté Alice était en réalité Richia. Elle rencontre le vrai Sans Nom et se plaint de ne plus jamais vouloir porter cette pitoyable tenue. Nameless répond qu'elle n'a pas à le faire car 2 unités spéciales ont infiltré les provinces centrales de la souveraineté, ce qui signifie qu'ils ont maintenant une vue dégagée sur le palais de la reine. Il ajoute que le Sénat sera satisfait et qu'il est temps d'informer l'empereur.
D'un autre côté, Iska rejoint son équipe et ils réussissent finalement à quitter la souveraineté. Il est maintenant bien décidé à trouver une solution pour la crête astrale de sa capitaine, qui représente toujours une menace. Plus tard dans la nuit, Alice félicite Rand d'avoir combattu courageusement le monstre, mais l'assistante déclare qu'elle n'aurait pas pu y arriver sans l'aide d'Iska. En entendant son nom, Alice s'évade dans son monde de bonheur et commence à sourire, mais Rin lui rappelle qu'il demeure l'ennemi. Elle admet néanmoins qu'il lui a sauvé la vie et qu'il est un combattant honorable. Pendant ce temps, il s'avère que Sisbel les espionnait grâce à ses pouvoirs magiques. Elle réalise qu'ils font référence à Iska, la même personne qui l'a libérée de prison il y a un an. Ailleurs, Sans-Nom et Richia rencontrent en personne le mystérieux empereur qui s'avère n'être qu'un jeune homme avec une queue. Richia tente de parler de la situation de Salinger, mais l'empereur ne montre aucun intérêt et bâille simplement. Il dit plutôt que pour la toute première fois en 100 ans, quelque chose de vraiment intéressant se produit, car une princesse astrale est tombée amoureuse d'un soldat impérial. Pendant ce temps, Sisbel est convoquée par sa mère, la reine, qui lui donne l'ordre de se rendre à Alsemira, une nation indépendante qui n'a pas encore officiellement déclaré sa neutralité. Des rumeurs courent selon lesquelles le pays pourrait s'allier à l'Empire, et la reine souhaite que Sisbel confirme la véracité de ces bruits. À la base d'entraînement de l'Empire, Iska et son équipe réussissent leur épreuve, mais on les informe qu'ils devront être revérifiés dans une semaine afin de s'assurer que leur emblème astral temporaire a bien disparu. Cela les inquiète grandement, car cela pourrait révéler l'état de Miss Miss. Juste à ce moment-là, un membre de l'équipe médicale nommé Maki arrive en tenant les oreilles de Richia. Le groupe devient anxieux, craignant qu'il n'ait découvert la crête astrale de Miss Miss, mais Maki les félicite plutôt pour leur travail acharné. À travers des missions dangereuses consécutives, avertissant que si le grand public découvre la vérité, il pourrait commencer à remettre en question le leadership du quartier général. Elle annonce donc que l'équipe devra prendre une longue pause de 60 jours sans mission ni responsabilité. Après le départ des deux, Miss Miss exprime sa joie car les retards signifient que le prochain examen de la crête astrale sera reporté. Ils ont maintenant assez de temps pour trouver une solution. Le reste de l'équipe est d'accord et ils décident de quitter l'Empire pour leurs vacances. Alice, de son côté, s'est retrouvée avec des tâches administratives, notamment à éplucher une montagne de documents. Elle dit qu'elle s'ennuie et voudrait de l'action, mais Rin lui rappelle qu'elle en a déjà eu il y a quelques jours. À ce moment-là, ils entendent de la musique et des célébrations venant de l'extérieur, ce qui signale le retour de quelqu'un. Alice devine que c'est probablement sa sœur aînée qui est revenue plus tôt pour participer aux prochaines élections. Elle continue ensuite en disant qu'elle a besoin de vacances loin de la politique ennuyeuse, mais Rin révèle que Sibyl part déjà sur ordre de la reine, donc Alice n'a pas d'autre choix que de rester. Ailleurs, nous voyons Eltyr avec Lord Mask, qui porte effectivement des masques même chez lui. Elle exprime des soupçons que quelqu'un de leur entourage pourrait travailler avec l'Empire. Lord Mask trouve sa théorie intéressante et lui demande si elle dispose de preuves. Mais Eltyr avoue qu'elle n'est pas encore certaine et ne sait pas comment agir face à une situation aussi complexe. Dans la nation indépendante d'Alsamira, Iska et son équipe sont également arrivés pour profiter de leurs vacances. Connue pour ses complexes et hôtels de luxe, la nation prospère grâce au tourisme et fait fortune avec les visiteurs. Le groupe se dirige vers la plage où Miss Miss et Néné commencent une course de 100 mètres. Le soir, Miss Miss est complètement ivre et épuisée, alors Jean propose de la porter comme un âne. Néné lui dit alors d'emmener Miss Miss à l'hôtel pendant qu'elle et Iska vont au supermarché pour prendre le dîner. Peu après, Néné a soudainement une envie pressante d'uriner à cause de tout ce qu'elle a bu et se précipite aux toilettes. Cela laisse Iska seule et comme le destin l'a voulu, il tombe accidentellement sur Sibyl. Il lui demande si elle va bien et elle répond qu'elle s'est perdue en lisant une carte. Mais alors que les deux se regardent un instant, ils se reconnaissent soudainement. Iska réalise que c'est la même fille qui l'a aidé à s'échapper de prison autrefois. À ce moment-là, Néné revient et remercie Iska d'avoir attendu. Mais quand il se retourne, la mystérieuse jeune fille est déjà partie. Pendant ce temps, Sibyl s'enfuit et se demande si c'était vraiment le saint disciple Iska et ce qu'il faisait à Alsamira. Son majordome la rattrape enfin, haletant lourdement, et la supplie d'être indulgente avec lui car ses os ne sont plus ce qu'ils étaient. Sibyl lui dit qu'elle a trouvé son guerrier de rêve et qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec lui. De retour au palais, Alice est épuisée par toute la paperasse, mais Rin lui dit qu'il y a une réunion demain dans la salle de la reine où elle devra rencontrer tous les invités en personne. Cela agace vraiment Alice car elle veut juste partir en vacances et porter son maillot de bain royal. À ce moment-là, la reine arrive et demande à Alice de l'accompagner. Pendant ce temps, Sibyl retourne à l'endroit où elle a rencontré Iska et utilise sa capacité à retracer ses mouvements après leur rencontre. Son majordome aperçoit Iska et lui demande si elle compte sérieusement lui demander de l'aide, et Sibyl répond fermement oui. De retour au palais, Alice demande à sa mère où elle se dirige. La reine lui répond qu'elle a la clé de la chambre de Sibyl et qu'elle souhaite la fouiller car la jeune fille agit étrangement ces derniers temps. Elle explique à Alice qu'elles sont toutes les deux ses filles et qu'elle les considère comme des princesses mais que le public n'a pas de grandes attentes envers Sibyl, ce qui rend peu probable qu'elle puisse remporter l'élection. Rin demande alors si la reine a envoyé Sibyl à Alsamira juste pour fouiller sa chambre, mais la reine le nie, affirmant qu'elle l'a envoyée là-bas parce qu'elle est compétente et aussi parce que c'est une occasion opportune de passer ses affaires au peigne fin. Peu après, elles ouvrent la porte et commencent à fouiller chaque recoin comme des fouines. Alice découvre bientôt un journal qui contient un article concernant l'arrestation d'Iska. Il fait spécifiquement référence au même incident où il avait aidé quelqu'un à s'échapper. Cela laisse Alice choquée et elle se demande comment sa sœur Intello le connaît. De retour à Alsamira, Sibyl et son majordome arrivent à l'hôtel où Iska séjourne. Elle réussit à s'introduire dans la chambre d'Iska seulement pour être plaquée au sol par lui
Il pense d'abord qu'elle est une assassine, mais la reconnaît vite comme la fille qu'il a sauvée il y a un an. Maintenant qu'ils ont fini les présentations, Sibyl le regarde dans les yeux et lui demande s'il viendra à la souveraineté avec elle. Elle s'excuse d'être entrée furtivement dans sa chambre, mais fait maladroitement remarquer qu'ils ne peuvent pas continuer à rester allongés par terre comme ça. Pendant ce temps, Alice se demande toujours comment sa sœur connaît même Iska. Elle soupçonne que Sibyl les a peut-être vus ensemble dans la ville neutre grâce à son esprit astral, mais Rin fait remarquer que Sibyl ne peut voir que dans un rayon de 300 mètres. Cela signifie que la jeune fille a peut-être entendu leur conversation ici, au palais. De retour dans la pièce, Sibyl révèle qu'après avoir été secourue par Iska l'année dernière, elle n'a jamais parlé à personne de son statut de soldat impérial. Elle est donc là pour le remercier comme il se doit en lui offrant un bracelet. Mais Iska refuse, car il n'est certainement pas un chasseur de dot et a de plus grands objectifs. Sibyl affirme avoir involontairement ruiné son statut et son respect et veut maintenant l'aider à restaurer ce qu'il a perdu. Mais pour cela, elle a besoin qu'il l'accompagne à la souveraineté. Quand Iska demande qui elle répond qu'elle travaille au palais royal comme servante. Il ne comprend toujours pas pourquoi elle a spécifiquement besoin de son aide, et Sibyl répond qu'elle ne peut faire confiance à personne en ce moment. Elle commence alors à s'émouvoir et dit qu'elle reviendra le rencontrer. Puis elle part discrètement, bien qu'Iska remarque qu'elle a laissé le bracelet derrière elle. D'un autre côté, Rin informe la reine qu'elles n'ont rien trouvé d'étrange dans la chambre de Sibyl, mais qu'elle a une idée. Elle suggère que Lady Alice soit envoyée en voyage solo de longue distance dans le même pays où Sibyl séjourne afin qu'elle puisse parler directement à sa sœur. De cette façon, Sibyl pourrait se sentir suffisamment à l'aise pour se confier et parler de ce qui la tourmente. La reine apprécie la suggestion et donne immédiatement son feu vert pour le départ. Pendant ce temps, le Sénat impérial apprend que la fille de la reine, la sorcière de sang pur Sibyl, se trouve actuellement à Al-Samira. Ils réalisent que c'est l'occasion parfaite de la capturer, car attraper une sorcière de sang pur est leur objectif principal. Pour ce faire, ils activent même une arme barbare de chasse aux sorcières, connue sous le nom d'objet. Au palais, Eltyr rencontre Lord Mask et lâche une bombe majeure. Elle révèle que celles qui sont en contact avec l'Empire sont ses propres sœurs. Mask est choqué et l'avertit que prononcer de telles paroles pourrait attirer de très graves ennuis sur la famille Lu. Mais Eltyr affirme clairement que l'avenir de la souveraineté est bien plus important qu'une stupide élection politique. Elle ajoute que si Alice et Sibyl trahissent vraiment leur pays, alors c'est son devoir de les arrêter. Mais parce que ce sont ses sœurs, elle admet qu'elle pourrait ne pas être capable d'aller jusqu'au bout. Lord Mask lui dit de ne pas s'inquiéter et propose de gérer la situation lui-même. Plus tard, un bus traverse le désert, transportant Alice et un groupe de passagers aléatoires vers Al-Samira. Elle se sent mal à l'aise car c'est la première fois qu'elle voyage seule depuis des années. Soudain, le bus s'arrête à cause d'énormes empreintes sur la route et Alice descend pour inspecter. En y regardant de plus près, elle réalise que ce ne sont pas celles d'un T-Rex, mais qu'elles ont été laissées par une machine car elle sent aussi l'huile de moteur. Cela indique clairement que l'objet a atteint Al-Samira. Ailleurs, Iska et son équipe ont déjà quitté l'hôtel coûteux. Miss Smith est épuisée et se plaint qu'ils auraient pu rester à leur ancien logement. Mais Iska répond que l'hôtel était bien trop cher. En réalité, il cherche à éviter de mettre son équipe en danger à cause de Sibyl. Pendant ce temps, le sceau astral de Miss Smith se réactive à nouveau. Et elle panique, sachant que cela pourrait révéler ses sentiments. Mais Jean lui dit de ne pas s'inquiéter car il reste du temps avant la fin de leurs vacances. Il explique aussi qu'un autocollant spécial se trouve au marché qui cache de tels signes astraux, bien que la sorcière Noro en ait utilisé un lorsqu'elle était infiltrée dans l'Empire. En entendant cela, Miss Smith retrouve l'espoir, et il prévoit de le chercher le lendemain matin. Ils atteignent bientôt le nouvel hôtel, et Iska sort échanger de la monnaie, mais il tombe bientôt sur Sisbel qui le traquait comme Jack l'Éventreur. Quand Iska lui demande comment elle l'a retrouvé, elle révèle que sa crête astrale lui permet de voir le passé comme une vidéo, ce qui l'a aidé à le localiser. Iska est impressionné, mais il se demande aussi s'il est vraiment sage pour elle de révéler une capacité si puissante à un soldat impérial. Sisbel dit qu'elle voulait juste être honnête avec lui, mais elle admet aussi qu'elle lui a menti la veille. Elle n'est pas seulement une servante, mais aussi une princesse et la sœur d'Alice. Iska est stupéfait et demande pourquoi une dame de sang royal comme elle a encore besoin de son aide. Sisbel nous explique que quelqu'un vise le et que cette personne est une descendante du fondateur. Leur but n'est pas de régner sur la souveraineté, mais de la détruire entièrement. Si la reine venait à mourir, cela déclencherait une guerre totale avec l'Empire, et les deux pays seraient dévastés. Sisbel est émue ensuite et dit voilà pourquoi elle a besoin de son aide. Ailleurs, Alice arrive à Al-Samira et tombe sur Schwartz, qui lui dit que Sisbel a disparu et ne l'a pas informé avant de partir. Pendant ce temps, Iska dit à Sisbel qu'il ne veut pas non plus de guerre entre l'Empire et la souveraineté, mais qu'il ne peut toujours pas l'accompagner. Sisbel est choqué et insiste sur le fait que si quelque chose arrive à la reine, personne ne pourra empêcher la guerre, mais Iska dit qu'arrêter la guerre n'est pas son seul objectif. Sa véritable mission est de mettre un terme à la tension qui dure depuis un siècle entre les deux nations. Lorsque Sisbel lui demande comment il compte s'y prendre, Iska répond que ce sera par des pourparlers de paix, mais elle lui rétorque que les habitants de son pays préféreraient fréquenter un cafard plutôt que de pardonner à l'Empire. Iska reconnaît que ce ne sera pas chose aisée, mais il affirme que quelqu'un de la souveraineté partage également son rêve de paix. Avant qu'il ne puisse révéler le nom d'Alice,
Lord Mask fait soudainement irruption avec ses soldats. Il accuse Sisbel d'avoir rencontré un ennemi et affirme que la reine sera très déçue d'elle. Sisbel tente d'expliquer qu'elle n'est là que pour protéger son pays d'un traître qui complote contre la reine. Elle a besoin de l'aide d'Iska pour cela, mais Mask refuse d'écouter et lui révèle qu'il a tout enregistré sur un appareil. Il envoie ensuite ses hommes de main à sa poursuite, tandis que Sisbel tente de s'enfuir. À cet instant précis, l'objet envoyé par l'Empire surgit devant Sisbel. Iska aperçoit la bête mécanique et la reconnaît aussitôt comme le soldat droïde de l'Empire. Il se précipite pour arrêter la machine, mais Mask intervient soudainement et lui barre le chemin. Se comportant comme le boss final d'un jeu vidéo à petit budget, Mask déclare qu'il ne laissera jamais Iska passer. À ce moment-là, l'équipe d'Iska arrive et Miss reconnaît immédiatement Mask comme le monstre qu'il a jeté dans le vortex. Alors qu'il se lance dans des provocations, l'objet commence à scanner tout le monde pour l'énergie astrale et détecte rapidement le pouvoir de Miss. Mais c'est Sisbel qui émet la plus forte énergie, alors la machine la cible comme un limier sous caféine. Mask ordonne aussi à ses hommes de capturer Sisbel, mais avant qu'il ne bouge, la machine décide que les soldats la gênent et les éliminent sans effort, comme des miettes sur une table. Elle envoie ensuite une énorme décharge d'énergie vers Sisbel, mais Iska la tranche en deux comme un magicien coupant son assistante en deux dans une boîte. Néné apparaît alors, disant à Iska qu'elle n'a besoin que d'un instant pour préparer son arme. Pendant qu'elle le met en charge, Iska attaque l'objet avec acharnement, mais ne parvient pas à lui infliger le moindre dommage. Peu après, Néné annonce que son arme est prête et tire une puissante décharge qui semble détruire l'objet. De son côté, Lord Mask rattrape Jin et lui blesse une main, mais ce dernier sort un pistolet de son autre main et tire un coup. Cependant, la balle est interceptée par l'enregistreur qui absorbe l'impact et lui sauve la vie. Le seul avantage est que l'enregistreur, qui contenait des preuves contre Sisbel, est maintenant fichu. Un Mask enragé tente alors un geste spectaculaire et répand des barils d'essence partout dans la zone, ordonnant à ses hommes de les incendier. Mais leur magie échoue, car la crête de Miss génère du vent et perturbe les flammes. Mask réalise qu'elle a dû éveiller ses pouvoirs dans le vortex et décide qu'elle est maintenant un parfait cobaye. Alors qu'il s'approche d'elle, Jin lui tire en pleine tête, brisant son masque. Cela force l'étrange individu à s'enfuir de là, mais pas avant d'avoir juré de revenir pour se venger. Pendant ce temps, l'objet s'anime soudainement et retire son armure, chargeant une autre explosion. Iska réalise que l'explosion est de l'énergie astrale lumineuse, ce qui le choque profondément car cela signifie qu'un esprit astral se trouve à l'intérieur de la machine. Sachant qu'ils n'ont absolument pas le temps, Iska dit à Néné de le couvrir pendant qu'il saisit Sisbel et esquive l'attaque. Néné prépare une nouvelle frappe d'arme, mais cette fois, la machine la bloque avec un bouclier défensif. Iska lui dit alors d'évacuer les autres, pendant qu'il s'en occupe seul. Alors que la machine se recharge, Sisbel crée de la fumée avec son pouvoir pour la désorienter. Iska en profite et lui fracasse la tête, faisant tomber la machine au sol. Mais ça ne s'arrête pas là, car de l'énergie astrale commence à fuir de la machine et s'empare de Sisbel, formant une nouvelle entité massive. Iska, inquiète, lance plusieurs attaques, mais sans aucun résultat. Juste au moment où la machine semble l'emporter, Alice fait une entrée spectaculaire et la frappe d'une attaque de neige. Un Iska choqué lui demande ce qu'elle fait là, et Alice lui renvoie la question. Elle utilise alors sa vigne de neige pour piéger l'entité et dégager le passage pour Iska. Il s'élance alors, mais l'entité se libère avec une facilité déconcertante. Alice explique que c'est un esprit astral et Iska réalise que l'Empire a dû vouloir en faire une arme. L'esprit lance alors une attaque et Alice parvient à la bloquer avec son bouclier de glace, mais cela projette l'esprit au-delà du bord et il commence à semer la destruction partout tout en marmonnant dans une langue étrange. Exaspérés par le chaos, les deux décident de travailler ensemble. Alice utilise sa compétence ultime, tandis qu'Iska éveille aussi la meilleure capacité de son épée. Leur attaque combinée transperce l'énergie de l'esprit et porte un coup direct, vainquant l'entité une fois pour toutes. Alors qu'il se réduit en poussière, Sisbel est enfin libéré de ses griffes. Pendant ce temps, le Sénat apprend que leur arme de chasse aux sorcières a été détruite et commence immédiatement à planifier leur prochain coup en mauvais perdant. De retour en ville, Iska et Alice se remercient mutuellement, et elle lui dit en rougissant qu'elle ne souhaite plus le combattre. Soudain, Sisbel se réveille et demande à Alice si elle connaît Iska et quelle est la nature de leur relation. Quand Alice nie maladroitement le connaître, Sisbel confesse qu'elle le considère comme son prince de rêve. En entendant cela, Alice entre dans une rage folle, mais elle est contrainte de garder le silence. Les coéquipiers d'Iska arrivent également à sa recherche et il saisit cette occasion pour s'échapper. Pendant ce temps, Rezia et Nameless apprennent qu'Iska a détruit l'arme avec l'aide de la sorcière. Sans nom demande des nouvelles de l'empereur et Rezia devine qu'il est probablement en train de s'amuser. Pendant ce temps, Salinger se promène en toute liberté à travers les beaux champs. Il grogne qu'il s'ennuie jusqu'à ce qu'il sente soudainement quelque chose. Ce n'est autre que l'empereur lui-même qui a quelque chose de très important à partager. De retour au palais, Lord Mask informe sa nièce qui signe qu'il est temps de se préparer pour l'élection de la reine. Pendant ce temps, la reine convoque Eltyr et lui demande si c'est elle qui a révélé l'emplacement de Sisbel. Elle demande aussi à Eltyr si elle est vraiment sa fille et non une impostrice. En réponse, Eltyr esquisse un sourire sinistre, laissant entendre que le vrai drame ne fait que commencer. D'autre part, Alice et Iska se rencontrent à nouveau en secret. Elle demande pourquoi ils se rencontrent toujours comme ça, mais il dit que ça ne le dérange pas. Alice le prévient de faire semblant de ne pas la connaître quand des gens de la souveraineté sont là, ce à quoi Iska acquiesce. Ils partagent ensuite un moment de calme avant de se séparer à nouveau, retournant dans leur monde respectif.